Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Se nourrir et se vêtir est ce que nous faisons tous quotidiennement, deux actions vitales, universelles et répétitives, mais qui dans la tradition bouddhiste prennent un sens incroyablement profond. En effet, l'école Zen Soto transmet une pratique essentielle à travers le kessa, le vêtement, et le bol de repas, deux objets que le moine reçoit lors de son ordination. C'est ce que nous allons découvrir durant 2 dimanches avec notre invité Jiko Simon Wolf. Aujourd'hui, nous verrons très concrètement, puisque notre invité les a apportés, ce que sont ces deux objets, comment on coud le kessa et ce que signifie le repas pris dans le bol oryoki. Et nous verrons en quoi ces objets sont reliés au dharma. Et puis la semaine prochaine, nous décrirons le rituel de la tradition des bols. Nous avons le plaisir de retrouver Jiko Simon Wolf. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes nonne de l'école Zen Soto. Vous vivez en Suisse, dans le temple Kosetsuji, qui signifie temple de la neige lumineuse, que vous avez fondé il y a une dizaine d'années. Vous avez été disciple de maître Deshimaru. Et puis, vous avez reçu la transmission au Japon. Merci d'être avec nous. Et avec les objets dont nous allons parler, on va commencer justement parce que vous portez sur vous le vêtement du moine, le kessa. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit? Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est le vêtement du moine, le vêtement qui se transmet depuis 2600 ans. Ça veut dire le vêtement du Bouddha. Et porter ce vêtement signifie accepter de porter tout de l'enseignement du Bouddha. Alors, il faut savoir peut-être que ça vient du mot kasaya, couleur cassée, et qu'il y a 2600 ans, en Inde, un jour, il y avait beaucoup de chercheurs spirituels il y a 2600 ans. Un peu comme en Grèce, sur la même latitude, à la même époque, il y avait aussi beaucoup de chercheurs de l'esprit. Mais en Inde, il y avait les yogis, il y avait... Et le roi du Magadha, qui s'appelait Bimbisara, souvent les confondait. Et un jour, de loin, il aperçut Bouddha et son disciple, et il l'a confondu. Alors il s'est approché en lui disant « Mais est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose, un signe distinctif, que je ne me trompe pas de communauté ?» Et Bouddha et Ananda ont continué leur chemin. Ils sont arrivés près d'une rizière, un paysage splendide, avec le soleil, les nuages qui se reflétaient dans l'eau de la rizière, les petites pousses de riz, un peu de brume. Et Bouddha a dit à son disciple, regarde Ananda, ceci est notre vêtement. Ça veut dire l'univers entier est notre vêtement. Toutes les choses, tout le cosmos, c'est notre vêtement. Alors Ananda est retourné en ville et a dessiné le plan de la rizière, un plan très précis que vous pouvez retrouver là. Et c'est ça qui se transmet, la chose très précise, une forme très précise. Alors, c'est une forme ici que nous voyons en petit. Oui, ça c'est un petit kessa à 5 bandes que l'on reçoit lors de la remise des préceptes de Bodhisattva. Et puis aussi, quand on devient moine, le maître, c'est marqué par une cérémonie. Et puis donc, vous allez nous montrer le grand kessa, avec l'aide, et nous le remercions, de Sébastien, du temple Kosetsuji. Donc le grand kessa qui, lui, a beaucoup plus de bandes. Voilà, ça c'est un kessa. On peut faire une lecture de la rizière. C'est très beau. La rizière, une petite levée de terre, la rizière, une petite levée de terre, et puis les petites levées de terre où l'eau peut s'écouler. Et alors pourquoi un grand kessa par rapport au petit, vous disiez? Parce qu'à l'époque du Bouddha, tous les moines étaient vêtus. Il fait chaud en Inde. Alors, ils pouvaient se vêtir uniquement du kessa. Alors un moine, traditionnellement, avait 3 kessas. 5, 7 et 9 bandes. Ça, c'est un kessa un peu spécial. C'est un kessa de cérémonie qui a 25 bandes
mais sur lequel on peut bien lire la rizière, la petite levée de terre. Et c'est un kessa qui est porté lors de cérémonies, de grandes cérémonies. On dégage le bras droit et puis ça se porte et ça se noue simplement, avec les attaches que vous avez vues peut-être. Alors, ce kessa est donc cousu par le pratiquant, par le moine, Très souvent cousu. grain après grain, c'est ça? Voilà, grain de riz, après petit point après petit point, pour faire une belle ligne. C'est une pratique de la concentration. Quand on coud comme ça, alors c'est un petit peu comme la pratique de zazen. Toutes les complications, on ne peut pas être distrait. Alors les complications qu'on a dans la tête s'en vont. On est juste concentré, petit point par petit point. Et une fois qu'il est fini, donc, Alors comment il est se remis. transmet-il? Alors on va l'apporter à son maître. Il est remis lors de l'ordination de moine ou de nonne, avec les bols, puisqu'il y a comme deux objets concrets de la transmission dans le zen, c'est le vêtement et les bols. Alors justement, pour manger. On va y venir. Après le vêtement, donc le repas, le moment du repas, est-ce que vous pouvez nous signifier ce que représentent ces bols? Dans la tradition, on raconte que Bouddha, lorsqu'il a réalisé l'éveil, alors ça c'est des versions chinoises, qui racontent qu'il a reçu 4 bols. Il en a gardé un. Et nous, on en a 4 maintenant. Alors j'aime bien cette version chinoise qui dit que 4, les êtres célestes sont arrivés pour offrir les bols au Bouddha. Parce qu'après son éveil, il devait avoir sûrement très faim. Et ça marquait aussi sa volonté de rester dans le monde et de faire partager l'éveil aux autres. Pas seulement être éveillé seulement pour lui, mais de répandre pour le bien de tous les êtres, puisque le Bouddha dit, et sa découverte, tout est nature de Bouddha. Il a dit, quand il s'est éveillé, je me suis éveillé avec toutes les existences. Et c'est le avec qui est important. Pas moi tout seul. Avec. L'univers entier est éveillé, mais la plupart du temps, nous l'ignorons. Nous ignorons à quel point nous sommes Bouddha. On ignore tout de notre cœur religieux ou de notre véritable nature, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le bol est un objet de transmission? Justement, c'est la nourriture, il porte une nourriture, il a une forme aussi très précise, une taille et une forme qui signifient quelque chose. Oui, le premier bol, alors on dit que c'est la tête du Bouddha, ou la calotte crânienne du Bouddha. Alors il est légèrement replié, on ne peut pas boire. Même dans certains temples, on ne l'utilise pas du tout pour manger, mais plutôt comme plat. On reçoit le riz, c'est le bol à offrande. Oryoki, o, ça veut dire le bénéficiaire. Ryo, c'est la quantité, ki, c'est le bol. Le bol du Bouddha. On dit aussi patra, ce bol s'appelle patra. Voilà. Alors à l'époque du Bouddha, les moines ne pouvaient pas travailler. Seulement ils étudiaient avec leur maître, avec Bouddha. Ils le suivaient. Et ils allaient offrir leur présence de moines pour aider les autres, et puis ils tendaient leur bol, et ils recevaient, en échange de leur présence, de la nourriture, dans un bol. Puis après, les communautés se sont agrandies. Alors, bien sûr, les moines ne mangeaient plus tout seuls dans leur bol, mais ramenaient la nourriture dans la communauté. Ça a été, on pourrait dire, les premiers partages, le premier cuisinier. Tout le monde devait manger à égalité, parce que certaines fois, les moines étaient invités aussi. Alors, ils avaient de très bons repas, puis l'autre moine n'avait rien du tout. Donc, voilà, ça a été
cette règle-là. On ramène la nourriture dans la communauté et on partage. Et puis ensuite, à la mort du Bouddha, le zen s'est transmis en Chine. Et dans les montagnes, en Chine, il fait très froid. Donc, il a fallu un petit peu changer la manière de s'habiller. Et aussi, il y avait tellement de moines que ça ruinait la population d'aller pratiquer l'offrande, ce qu'on appelle la mendicité, ou takuatsu au Japon. Alors les moines ont commencé à travailler, il y a eu des règles, ils ont commencé à cultiver la terre, à subvenir à leurs besoins, et puis à être tout à fait indépendants. Et ils offraient leur présence d'une manière différente. Parce que la particularité du bouddhisme Mahayana, c'est qu'on ne pratique pas pour soi-même, mais pour le bien de tous les êtres. Alors on offre. Donc le bol, c'est offrande, le bol à offrande. Alors qu'est-ce qu'on met dans ce bol? Qu'est-ce que contient véritablement ce bol? Oui, un niveau symbolique ou un niveau profond. Voilà, c'est un symbole, c'est comme le vêtement. Alors on reçoit tout l'enseignement de Bouddha dans ce bol. Donc, toute la vacuité, ou si vous voulez, la vacuité, c'est toutes les choses, c'est toute la permanence des choses, la non-substance des choses. C'est le riz. Pour avoir du riz, il faut un peu de soleil, il faut de la pluie, il faut... C'est l'interdépendance de tout, tout, tout. Donc, quand on lève son bol, qu'est-ce que contient ce bol? Il contient tout l'esprit du Bouddha, qui est infini. C'est pour ça qu'on appelle le bol un objet de transmission. Voilà. Qu'est-ce qui se transmet? L'esprit de Bouddha. Pas d'attachement, mais un grand respect pour l'objet que nous utilisons, pour l'enseignement du Bouddha que nous essayons d'actualiser dans nos vies, dans la réalité de nos vies à chaque instant. Rendre l'instant présent complet, habité, si vous voulez, complet. Ce sera le mot de la fin, Simone Jeko-Wolf. Mais nous vous retrouverons la semaine prochaine pour continuer à décrire le rituel du bol et la tradition et aussi la transmission que cet objet nous fait parvenir. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. D'ici là, voici quelques livres en rapport avec le thème de l'émission. Tout d'abord, Zen de Michel Beauvais, Laurent Kaltenbach et Evelyne de Smet chez Albin Michel. Un beau livre illustré qui présente la tradition que Teizen Deshimaru fit découvrir à l'Occident il y a 50 ans, avec notamment les deux objets de transmission dont nous vous avons parlé, le bol et le kessa. Et c'est sur le bouddhisme zen de maître Daisetsu Tetero Suzuki chez Albin Michel. Un immense travail de synthèse où est présenté ici la voie du zen comme une discipline entière menant à la liberté intérieure, une voie où l'on apprend à la fois la maîtrise des énergies du corps et le dépassement des cadres mentaux. Le zen, guide des fondements, courants et pratiques de Rosella Marangoni aux éditions Azan. Ce livre revient sur l'histoire du zen, notamment au Japon, des origines aux principaux courants. On y trouve aussi la présentation de la pratique au quotidien qui passe par la méditation, mais aussi par certains arts exercés dans les monastères. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant un mois sur la plateforme de France.tv. Très heureux dimanche à tous et à la semaine prochaine. Merci.